Bien, bonjour, bonjour à vous tous et merci d'être présents pour effectuer une présentation des masters spécialisés de l'école des ponts. Alors, je vais vous laisser assez rapidement la parole. C'est les masters génie civil et éco-conception, si j'ai bien lu, conception et maintenance des infrastructures et bâtiments. Donc, du coup, je vais dans un premier temps euh, vous demander de vous présenter, puisque c'est l'école des ponts qui porte ces masters. Donc, je vous demanderai dans un premier temps de vous présenter et ensuite, je vous laisserai tout de suite la parole pour entrer dans le détail des programmes. Voilà. Bien. Mais merci de nous donner l'opportunité de parler aux étudiants et peut-être futurs mastéréens. Donc, je suis Géraldine Tripitelli, je travaille à l'École des Ponts dans notre département formation spécialisée, donc qui représente des masters spécialisés et Master of Science. Euh, et puis, je suis accompagnée aujourd'hui de Robert Leroy et Pierre-Alain Nazier. Si vous voulez vous présenter. Oui, je suis Robert Leroy, je suis le directeur du master spécialisé génie civil et éco-conception. Et Pierre-Alain Nazé, je suis directeur du master génie civil des grands ouvrages pour l'énergie pour les ponts. Voilà. Alors, donc, on va vous présenter aujourd'hui ces deux programmes et quelques mots sur l'école. Et on répondra à des questions que vous pouvez vous poser sur la poursuite d'études dans une école d'ingénieurs. Donc, je vais laisser la parole pour génie civil et éco-conception. Voilà. Voilà, alors le master spécialisé génie civil et éco-conception s'adresse à des diplômés de niveau bac plus 5 ou éventuellement des ingénieurs ou des ingénieurs qui exercent le métier d'ingénieur mais qui ont un niveau bac plus 4 et qui ont un acquis de l'expérience suffisant pour pouvoir prétendre intégrer ce master. Donc ce master recrute chaque année une vingtaine d'étudiants, enfin d'apprenants, de mastériens, qui sont sélectionnés sur dossier et à partir d'entretiens scientifiques et techniques. Et une fois qu'ils intègrent le master, ils, euh, ils vont enclencher une formation de 2 semestres à temps plein, suivie d'une thèse professionnelle qui est une insertion professionnelle d'une durée de 4 à 6 mois dans une société privée, un bureau d'études ou une entreprise de construction. Voilà. Alors, je vais faire un bref historique. En fait, à l'école des ponts, on, on- on- on est sur des épaules de quelques géants du génie civil, puisque l'école a formé de très grands ingénieurs, hein. Je rappelle que, par exemple, Freycinet est le plus connu parce qu'il a inventé la précontrainte, mais on peut citer Belgrand qui a fait les égouts de Paris, Bienvenu qui a fait le premier métro, Perronnet qui a fait différents ponts. Donc, tous ces ingénieurs qui sortaient peut-être aussi de Polytechnique avaient des bases techniques qui ont permis de construire des gros ouvrages que vous voyez là à l'écran, c'est-à-dire du gros génie civil, des tunnels, des tranchées qui sont couvertes, des ponts métalliques de grande portée, et puis évidemment euh, disons, les égouts, etc. Donc des infrastructures qui permettent à la ville de se construire, et ça depuis le 19e siècle. Alors, que s'est-il passé entre-temps? Les métiers de l'ingénierie se sont un peu transformés, et même s'il y a une formation initiale au métier du génie civil à l'école des ponts, il existe au moins 2 masters spécialisés sur le génie civil qui portent sur des points des approfondissements particuliers du métier de l'ingénieur. Donc ici, dans cette page, j'ai 2 colonnes, hein. À gauche, j'ai l'approfondissement des savoir-faire traditionnels, puisque on forme des ingénieurs dans un complément de formation qui est un approfondissement des connaissances scientifiques et techniques. Et ce qui peut-être ne se fait pas à l'université, c'est que on enseigne la conception des structures. Donc c'est à la fois le dimensionnement et la conception. La conception, c'est le départ d'une page blanche et comment je conçois, quel type de typologie structurelle je vais
lancé pour cet ouvrage, etc. Et il me semble que c'est assez peu enseigné et ça demande une formation spécifique, justement, de pouvoir évaluer tous les systèmes qui peuvent être euh, étudiés en vue d'un projet donné. Alors, conception et dimensionnement, ça s'adresse au pont en premier, puisqu'on en construit toujours, même si on en construit un peu moins, on en construit quand même à l'étranger. Les tunnels, et ça c'est d'actualité en région parisienne, puisque le Grand Paris fait voir plusieurs centaines de kilomètres de tunnels. Évidemment, il faut aussi approfondir les structures, le béton, l'acier et maintenant le bois, les questions de géotechnique et puis aussi le calcul avancé des structures au travers d'une initiation, un approfondissement sur les éléments finis pour le génie civil. Et puis, à côté de ce savoir traditionnel, eh ben, on a tenté en tout cas de tenir compte des évolutions du métier d'ingénieur et tout le monde observe, hein, qu'on construit de moins en moins d'ouvrages neufs, mais qu'on s'en préoccupe de plus en plus des ouvrages existants. Donc l'existant fait partie maintenant du MSGCE. Ça veut dire comment on le diagnostique, etc. Par ailleurs, le cycle de vie d'une infrastructure, c'est un sujet qui arrive dans les entreprises, et d'ailleurs, ça se voit au travers des thèses professionnelles. De plus en plus de sujets associent génie civil et questions environnementales, donc cycle de vie de l'infrastructure. Et en fait, si ça peut être perçu comme une contrainte, nous le voyons aussi comme une opportunité, c'est-à-dire un renouveau du métier de l'ingénieur au travers de la question de l'éco-conception, c'est-à-dire comment peut l'ingénieur transformer cette contrainte en opportunité pour trouver des conceptions qui utilisent d'autres matériaux, etc., etc. Voilà. Et donc, forcément, les matériaux, l'éco-conception sont intimement liés puisque on sait qu'ils pèsent beaucoup dans les impacts environnementaux d'une structure. Alors, au jour d'aujourd'hui, et je l'ai dit un petit peu, on a des matériaux divers. Alors, en bas à droite, j'ai mis la terre crue. Bon, on ne construit pas des ouvrages de génie civil en terre crue. Ah, si, on fait des barrages en terre crue. On fait des remplissages en bâtiment en terre crue. On fait du R+1 en terre crue porteur. Mais je l'ai mise là, cette brique en terre crue, pour montrer qu'on s'intéresse aux matériaux du XXIe siècle qui sont un petit peu orientés vers les biosourcés, que l'on voit aussi en bas à gauche avec le palais éphémère, où il y a quand même une poussée vers des nouveaux marchés utilisant le bois. Et puis, toutes les catégories de béton sont étudiées, évidemment, puisque on voit des bétons de haute performance au béton à ultra haute performance, qui sont quand même étudiés, même s'ils ont des impacts environnementaux assez forts. On autorise quand même l'étude de ces matériaux, parce que dans un certain nombre de cas d'infrastructure, ils sont plutôt bénéfiques sur le plan environnemental. Alors, pour revenir à la question des matériaux des structures existantes qui représentent un tournant enfin un petit tournant dans le master, en tout cas, on a amplifié cette question pour répondre à la demande des entreprises. On voit la question de l'existant à deux échelles, à l'échelle matériaux, où il s'agit d'instrumenter, de diagnostiquer, de savoir réparer et puis de pronostiquer une durée de vie résiduelle. Et puis, il y a un deuxième cours qui est dédié à l'échelle structure, c'est-à-dire la question du recalcul des ouvrages. Ça veut dire savoir quelles actions s'appliquent sur une structure existante, quelles sont les propriétés des matériaux qui sont très anciens, comment ont-ils vieilli. Voilà, on exploite les données des diagnostics et puis on cherche à utiliser des méthodes de renforcement et intégrer ça dans des calculs de structure. Donc, on évalue la résistance structurale de la structure à la fois avant qu'elle soit réparée et puis après qu'elle ait été réparée. Donc là, en dessous, j'ai quelques exemples sur des ponts, comment réparer des ponts en maçonnerie, comment changer des câbles sur une structure de pont à haubans. Et puis sur les grands bâtiments, vous avez l'exemple de la tour Montparnasse qui est en projet de surélévation et qui a demandé un gros diagnostic structurel à la fois sur le matériau et puis aussi sur les nouveaux effets du vent, donc la tenue de cette nouvelle tour. Donc, c'est des questions qui nous intéressent particulièrement et qu'on approfondit dans le master. Et puis, pour terminer, c'est la dernière slide, sur la question de l'environnement.
nous avons élaboré l'apprentissage de la question environnementale sous deux aspects. Tout d'abord, sur l'angle de l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire apprendre aux mastériens à savoir faire une ACV. Alors, ça ne se limite pas à utiliser les données environnementales de ce qu'on appelle les FDES, de la base INIES du CCD, mais c'est aussi apprendre à construire un processus ACV et donc de A jusqu'à Z, construire une ACV d'un élément de structure de génie civil, ce qui est pratiquement pas fait en fait, hein, puisque c'est surtout sur le bâtiment qu'est réalisé les ACV et c'est assez automatisé. Sur le gros génie civil, eh ben, ça n'est pas fait. Et justement, nous abordons cette question de comment faire l'ACV d'un ouvrage, d'une grosse infrastructure. Et puis, le deuxième pan de l'environnement, c'est l'éco-conception, c'est-à-dire l'ingénieur qui conçoit, eh ben, voilà, il est mis en situation d'éco-concevoir. Alors, il y a quelques images illustratives. Alors, c'est un peu vert, évidemment. Là, c'est pour la communication qu'on associe le végétal et l'éco-conception. Mais évidemment, l'éco-conception, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est euh, à la fois utiliser des matériaux à faible impact et en même temps réfléchir à grande échelle sur des réseaux d'infrastructures qui vont nécessiter différents ouvrages et ouvrages qu'il faudra choisir dans leur conception. Pour être simple, par exemple, ça pourrait être la question de choisir un pont ou un tunnel et d'évaluer les conséquences en termes environnementaux, etc., etc. Donc la vision de la grande échelle, c'est quelque chose qui est nouveau dans le master, mais qui est un complément, à mon avis, très important à la CV, où pour la CV, entre guillemets, on se limite à faire de la comptabilité environnementale et on a un bilan une fois que la structure est construite, tandis que dans la phase éco-conception, on doit agir avec un minimum d'informations et prendre les bonnes décisions au départ de la conception de l'ouvrage concerné. Voilà ce que je peux dire sur ce master. En termes d'insertion professionnelle, sur les dernières statistiques, nous avons 100% des mastériens qui sont embauchés. Je crois qu'il y a eu une question sur les salaires moyens. On pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Alors, pour ma part, j'ai terminé ma présentation. On verra s'il y a des questions spécifiques tout à l'heure. Donc, je vous remercie. Bien. Merci, merci Robert. Alors, je pense que maintenant, on va passer à la présentation du deuxième master. C'est bien ça, Géraldine? Oui, tout à fait. Qui est génie civil des grands ouvrages pour l'énergie. Euh, Pierre-Alain Mazet, est-ce que tu peux partager l'écran et dérouler la présentation ou sinon je le ferai. On t'entend pas, Pierre. Oui. Il faut que tu mettes le micro. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Ouais. Voilà, vous devez voir l'écran, là, c'est bon? Ça n'arrive pas encore. Ça n'arrive pas. Encore. Voilà. C'est en train de... Très bien. C'est bon, là? Oui, c'est bon. Oui. On le voit. Bon, eh bien, écoutez, alors, ce master là, qui s'appelle Génie civil des grands ouvrages pour l'énergie, ça, c'est dans un contexte de besoins croissants en énergie dans le monde, dans un contexte d'électrification massive des usages en Europe et dans un contexte de nécessité de renouveler aussi les installations de production d'énergie à des fins électrogènes en France, puisque notre parc d'installations, donc, euh, notamment nucléaire, vieillit. Et ça amène à devoir construire de nombreux grands ouvrages pour l'énergie dans les prochaines années en France et dans le monde. Alors bien les concevoir, les construire, les exploiter jusqu'à leur déconstruction requiert de maîtriser l'ensemble des techniques et des disciplines du génie civil. Et c'est ça qu'on enseigne au master des grands ouvrages pour l'énergie. Comme pour GCE, ce master, il s'adresse à des ingénieurs ou à des masters 2, donc il vaut mieux avoir fait Bac+5 et avoir quand même fait du génie civil. On peut prendre exceptionnellement des diplômés Bac+4 avec 4 ans d'expérience, mais qui peuvent
rencontrer quelques difficultés parce qu'il y a des disciplines académiques qui nécessitent pas mal de flexibilité intellectuelle et si on s'est un peu éloigné des études, on peut rencontrer quelques difficultés pour certains modules et je vais y revenir. Alors, voilà pour le contexte général. Et pour répondre à tous ces besoins de marché, en partenariat avec les industriels du secteur de l'énergie, Centrale, Supélec et l'école des ponts, ParisTech, se sont associés pour proposer cette formation. Ça fait plus de 10 ans qu'elle existe, donc dans le génie civil pour les grands ouvrages énergétiques. Alors, quelques éléments de contexte plus précis. Euh, En ce qui concerne notamment la France, vous avez des nouveaux réacteurs nucléaires avec un démarrage imminent de l'EPR de Flamanville 3 qui est en cours, dans lequel le master intervient en fournissant beaucoup de ressources pour les intervenants. Il y a à l'international la poursuite de 2 EPR à Hinkley Point C et puis 2 en projet à Sizewell C. Le lancement d'autres EPR en Inde, la construction en France de 6 à 14 réacteurs nucléaires de type EPR2 et le développement des SMR, les Small Modular Reactors. Ça, c'est pour la partie nucléaire. Il y a aussi le grand carénage, c'est-à-dire la rénovation et le renforcement du parc nucléaire français existant. Vous avez aussi des nouvelles installations pour l'entreposage avec le grand projet de piscine centralisée, le retraitement et le stockage de combustible et ceux des déchets. On connaît, vous avez dû entendre parler de CIGEO. Il y a des grands projets pour l'hydraulique également qui viennent se sourcer dans le master GCGOE avec la construction de nouveaux ouvrages hydroélectriques, essentiellement à l'étranger, des rénovations d'installations existantes et euh, des mutations de stations de transfert d'énergie par pompage et STEP ou autres. Voilà. On a également à relever le défi des énergies renouvelables avec des nouveaux types de centrales éoliennes, des hydroliennes et du photovoltaïque. Euh, les objectifs de ce master, c'est de vous délivrer des formations qui vous mettent en capacité de connaître les grands ouvrages pour l'énergie. Donc on ne parle pas de petits ouvrages, c'est des centrales nucléaires, c'est des grands barrages, ce sont des structures offshore de très grande taille. Voilà, de maîtriser les étapes de leur cycle de vie, depuis la conception jusqu'à la construction, la maintenance et la fin de vie, la déconstruction, d'évaluer les impacts et risques environnementaux associés, et puis de piloter des projets de ce genre, à la fois en études et en travaux. Enfin, de travailler dans un environnement contraint et réglementé, puisque ces grands ouvrages qui manipulent de l'énergie sont des ouvrages à risque et il y a toujours des enjeux techniques, économiques et sociétaux associés, donc à un environnement très réglementé. Et ensuite, vous évoluez normalement vers des postes de direction technique et de direction de projet dans les secteurs associés. Euh, pour être plus précis, là, pour les bénéfices que vous aurez, bien sûr, c'est d'étudier dans 2 grandes écoles françaises, l'école des ponts ParisTech et l'école centrale Paris. Les cours sont partagés une moitié de la semaine au pont et une autre moitié de la semaine à l'école des ponts ParisTech. C'est pas très loin, donc tout s'arrange bien. Vous apprenez avec des équipes pédagogiques, scientifiques et professionnelles assez remarquables, issues des 2 grandes écoles. Vous avez un partenariat avec les entreprises assez serré qui vous permet d'obtenir des stages et puis les débouchés derrière. Et puis on a quelques visites intéressantes de chantiers et des rencontres avec les entreprises qui sont en général assez riches. Euh, un petit focus sur le programme. Après une introduction des enjeux associés au contexte énergétique mondial et des contraintes environnementales croissantes qui se font dans le module environnement-énergie, vous rentrez dans les fondamentaux du génie civil avec la conception générale voilà, la conception à risque particulier pour euh, les ouvrages en question, la géotechnique avancée, les procédés généraux de construction, le choix des matériaux et des géomatériaux, un gros focus fait sur la dynamique appliquée à ce type d'ouvrage. Bien entendu, une description approfondie des barrages, des structures offshore et aussi des centrales nucléaires. Il y a un module important sur les calculs de structure avec la modélisation, les calculs aux éléments finis.
Et puis, on aborde la durée de vie, la maintenance des ouvrages énergétiques, le management de projet. Et enfin, vous avez une visite et une thèse professionnelle qui conclut votre scolarité. Alors, en chiffres, c'est 9 mois de cours, 600 heures, donc ça veut dire que ça se fait à plein temps. Vous n'avez pas le loisir de pouvoir travailler à côté pour vous payer des études. C'est du plein temps. 6 mois de mission en entreprise avec une thèse professionnelle. C'est une vingtaine d'étudiants à peu près. Et 80% vont dans l'ingénierie ou les maîtrises d'ouvrage et 20% vont sur les chantiers. Euh, je pense que la part chantier va augmenter avec l'ouverture de chantiers en France. Voilà. Et puis, ce qui plaît beaucoup, quand on a la possibilité de le faire, on essaye, hein, chaque année, bien sûr, on organise des visites et un voyage de fin d'études qui dure une semaine, bon, qui se situe soit dans la vallée du Rhône, soit en Normandie. On peut faire preuve encore d'imagination. On reste en France et on visite des barrages, des centrales nucléaires, des éoliennes quand c'est possible, voilà, des champs d'éoliennes, quand le temps le permet, puisque on est quand même assujetti aux aléas de la météo. Voilà. Euh, Maintenant, on est ouvert aux questions si vous en avez. Bien. Ben, merci, avant tout, merci pour ces présentations et ces deux masters qui ont l'air vraiment particulièrement intéressants et répondre aux enjeux actuels. Moi, j'ai une question d'abord toute très, très pratique. Quel est le tarif pour suivre ces masters, en fait? Bon, je peux répondre, mais Géraldine ou Robert peut compléter. Je Oui, crois que c'est 15 000 euros oui. pour nos masters. Mhm. Voilà, et c'est assez facile de le faire financer, soit par un prêt, soit les banques prêtent. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et comme tout le monde trouve un CDI à la sortie, c'est pas très compliqué de rembourser derrière. Ok, donc c'est 15 Mhm. 000 euros pour, enfin, le tarif est le Non, même pour les deux masters. non, non, c'est 11 000 pour le master GCE. Alors, on Mhm. est un peu moins Mhm. cher. Alors, n'allez pas croire que on paye moins les formateurs. Mais bien, Alors, je sais pas. alors, je pense que GCGE bénéficie d'aides partenariales que nous n'avons pas à GCE. Et donc, C'est on a. vrai, on peut le préciser, oui, on peut le préciser là, mais il ne faut pas compter dessus pour payer l'ensemble de ses études. Il y a des bourses qui sont attribuées à des étudiants plus ou moins méritants, mais on partage quand même l'ensemble des fonds qui sont disponibles sur tous les étudiants avec une différenciation entre le meilleur et le moins bon sur la base des notes du premier semestre. Donc, le moins bon peut avoir 500 ou 1000 euros, ça dépend des années, et le meilleur peut avoir 3, 4, 5 000 euros. Ça dépend, donc c'est une aide substantielle, mais ça ne paye pas les études. D'accord. Donc non, mais c'est pour que les étudiants qui souhaiteraient suivre ces programmes connaissent déjà à peu près Oui, le coût, oui. parce que c'est quand même c'est une question importante pour eux. J'ai aussi une question sur la sélection, parce qu'en fait, vous avez dit qu'il y avait une étude du dossier, donc j'imagine bien évidemment que c'est les relevés de notes des étudiants à la sortie de leur école d'ingénieur, bien évidemment, la moyenne et le GPA sans doute. Euh, vous avez expliqué qu'il y avait un entretien scientifique Oui. également, donc il y a des tests. Comment ça se présente? Alors, Quel niveau à peu près faut-il avoir? Est-ce qu'il est intéressant de postuler si on a 12 de moyenne et un GPA à 2, 5, 3, ou enfin, est-ce qu'il y a des critères déjà établis? alors, oui, avec 12 de moyenne, il faut s'inscrire. Alors, parce que c'est pas forcément les premiers de la classe, si je puis dire, qui sont pris. Le test que je... Alors, on sélectionne de manière un peu différente. Dans les deux masters, on a un entretien. Et moi, je pose un petit exercice à réaliser au préalable. Et on commence l'entretien par la correction de l'exercice qui porte sur des connaissances générales du génie civil. C'est-à-dire qu'on fait des petits problèmes de résistance des matériaux, de géotechnique, on va dire des exercices qui permettent de s'apercevoir qu'on a bien en face de nous un étudiant qui connaît euh, le génie civil, en tout cas dans ses fondements. Et puis, euh, on ne cherche pas forcément le théoricien supercalculateur. Ce qui nous intéresse aussi, c'est des ingénieurs qui ont le sens physique de la structure, qui sont capables
à la lecture d'une structure, de comprendre comment elle fonctionne. Et donc ça donne la chance à tous les étudiants, même ceux qui ont 12 de moyenne ou moins. Donc il faut candidater, quelle que soit sa note, en fait. Hein, D'accord. parce que dans les métiers de l'ingénieur, il y a les gens super pointus qui vont très très bien réussir, et puis des étudiants peut-être plus proches du terrain, plus proches d'une intuition de la structure, et à qui on peut donner un complément de formation qui les amènerait à être des très bons ingénieurs. Donc moi je réponds on donne la chance à tout le monde. D'accord, ok. Donc les problèmes, en tout cas le test un petit peu qui a lieu, c'est dans les deux masters hein, que ce type de... Non, alors Pierre Alain fait un peu différemment, mais Nous, enfin, on fait un peu différemment, mais alors on est effectivement assez sélectif. On prend une quinzaine, une vingtaine d'étudiants sur une centaine ou un peu plus de dossiers. Donc il y a 10% de gens qui sont retenus. Euh, on préfère quand même que les gens soient bien classés et des bonnes notes. Néanmoins, il faut aujourd'hui insister sur le fait que notre master, c'est grandement internationalisé, peut-être trop à la demande des commanditaires de ce master, qui voulaient des gens d'exception, mais il faut recentrer aujourd'hui sur des écoles françaises, et donc il y a un petit avantage pour ceux qui viennent d'écoles françaises, et donc on est assez tolérant sur le classement dans les écoles françaises aujourd'hui pour réinvestir le master ou le refranciser un peu. Donc ça va durer quelques années et ça va redevenir extrêmement sélectif même pour les écoles françaises après. Donc là, il y a une grande opportunité pour les étudiants français d'intégrer ce master. On est plus tolérant. Néanmoins, il faut quand même répondre à quelques questions techniques au cours de l'entretien qui sont des questions prises à la volée, de culture générale sur le génie civil qui peuvent euh, devenir un peu plus précises en fonction du niveau de la personne qu'on a en face. Mais on teste plus, comme Robert, le comportement de l'étudiant face à ces questions pour savoir s'il a un bon raisonnement, plus que les réponses elles-mêmes. Il y en a qui répondent à tout et c'est très bien. Voilà. Euh, mais en tout cas, on apprécie quand même les bons dossiers et les gens qui sont bien classés, compte tenu des postes qui sont offerts à la sortie de ce master. Voilà. Mais il y a une priorité aujourd'hui donnée aux écoles françaises qui est important de noter. On fait un petit effort, mais il faut être bon quand même. Oui, d'accord. Oui, oui, non, mais ça c'était, enfin, c'était dit dès le départ. Je pense que vaut mieux hein, quand même pour ce type de métier que les gens soient quand même un peu fiables. Quand on construit des ponts, on n'a pas tellement envie qu'ils s'écroulent, donc c'est plutôt alors, rassurant. Euh, je peux apporter un petit complément. mhm. J'ai interrogé des directeurs techniques de grosses sociétés d'ingénierie en leur demandant, mais qu'est-ce qui fait qu'un ingénieur va devenir bon? Que faut-il comme prérequis pour intégrer une formation de pointe? Et ils me disent la RDM, la RDM, la RDM, c'est-à-dire la résistance des matériaux. Et en fait, même si l'étudiant ne connaît rien à la mécanique des sols ou qui, admettons qu'il vienne d'un secteur un peu différent du génie civil, par exemple le génie mécanique, si il a des connaissances en résistance des matériaux, il est capable de réussir le master GCE. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment les prérequis importants, c'est la résistance des matériaux. Et en fait, l'ingénieur génie civil dit tout part de la RDM, et donc effectivement c'est encore vrai. Ok. Bon, je Euh, parle pour mon master là. Hein. oui, c'est Je toujours bon souscris, à c'est tout à savoir. fait vrai. Voilà. J'ai une question sur la plus-value du master. Donc, vous avez dit effectivement qu'il y avait un taux d'embauche, une insertion professionnelle assez épatante, hein, 100%. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ces deux masters apportent, enfin, un étudiant qui sortirait de son école en ayant choisi une spécialité génie civil, qui suivrait un de ces deux masters, quelle serait la plus-value? Est-ce que c'est uniquement au niveau technique et qu'est-ce que ça lui apporte professionnellement? Est-ce qu'il sera mieux payé que s'il ne le fait pas? Alors, je ne connais pas le salaire moyen des diplômés de l'IMT, donc j'ai du mal à répondre à ça. Euh, on a, j'ai quelques statistiques sous les yeux du salaire moyen. Géraldine pourra les rappeler si elle veut. Mm. Euh, euh, alors après, on parle du Oui, réseau. On parle du réseau. En fait, quand les mastériens arrivent à l'école, ils sont intégrés dans un réseau. Euh, c'est vrai que l'école des ponts est quand même un peu reconnue comme Oui, une école majeure dans le domaine du génie civil et le reste encore aujourd'hui.
Mm. Et Oui, donc, Euh, voilà, pour, peut-être que pour vous-même. compléter, Oui. oui, pour compléter, Robert, ces masters spécialisés sont labellisés par la Conférence des grandes écoles. Donc, ce sont des Bac+6 et nous avons l'obligation de réaliser des enquêtes d'insertion 6 mois après la diplomation. Donc, on a pas mal de chiffres, mais comme il s'agit de poursuite d'études, bon, on peut dire les diplômés sont bien positionnés pour embrasser de belles carrières. On avait une des dernières enquêtes pour génie civil et éco-conception indiqué un salaire moyen de 45 000 € avec une fourchette qui allait, je crois, de 37 000 à 68 000 €. Et puis, on interroge aussi nos diplômés tout au long de leur carrière sur les différents postes qu'ils occupent et on voit qu'ils ont de belles responsabilités. Pierre-Alain Nazé, si tu veux compléter pour Oui, je peux compléter. génie. Ben, ouais, je peux dire deux mots. En effet, l'insertion est facile. Il n'y a pas que le salaire qui compte, mais je note que ceux qui font ce master rejoignent les salaires de centraliens ou d'ingénieurs des ponts sans avoir fait cette école. Donc ça, c'est rassurant. Moi, je les embauche entre 45 et 50 kilos euros, voilà, en sortant. Donc comme ça, c'est clair. Euh, sans expérience, hein, au préalable. Donc c'est en poursuite d'études. Euh, donc ça me paraît être un salaire correct. Et ce qu'on peut dire, hein, ce que j'ai pu voir, c'est que pour un certain nombre d'entre eux qui se débrouillent pas mal, ils ont des bons déroulements de carrière après. Donc le salaire est correct, on voit un peu supérieur à ce qu'on trouve en sortant de n'importe quelle école, mais ils sont assez recherchés parce que ce sont des oiseaux rares là, quand on fait ce type de master spécialisé. Et ça peut être très apprécié à EDF ou dans ces ingénieries. Ils arrivent avec un background technique, un vocabulaire et un référentiel en tête qui leur permet de se distinguer assez rapidement. Ils peuvent assez vite prendre des responsabilités. Donc ça, c'est intéressant pour ceux comme ça, hein, évidemment. Non, non, mais Euh, je rebondis juste sur ce que vous dites là, sur la spécialisation, effectivement, parce qu'en fait, nous avons des étudiants qui sortent de l'école et qui parfois veulent se spécialiser et peuvent choisir aussi ben, le management, par exemple, qui a pas mal le vent en poupe. Et donc, la question que je vous pose, du coup, c'est cette spécialisation vraiment technique, en fait. D'après ce que j'ai compris, en tout cas, ça représente véritablement une plus-value, un intérêt, un pour oui, l'embauche et le déroulement de carrière, mais donc ça veut dire que c'est peut-être plus intéressant de miser sur la technicité plus que sur des spécialisations, je dirais, plus générales, type management ou des choses comme ça. bon, Robert Ben, va pouvoir compléter, mais on va se lâcher. Oui, moi je dirais, moi je non, on On va se dirais pense que lâcher pareil. alors. ça dépend du profil. Ça Ouais, dépend non, du mais pour être profil de clair, l'étudiant. Mm. oui, alors déjà, il faut aimer la technique pour venir dans ces deux masters, en tout cas dans le mien, mais je pense que Robert dira la même chose, parce qu'on fait éminemment de la technique. Bien sûr, il y a des cours de management de projet, mais s'il y a un étudiant qui prétend être directeur de projet pour construire une centrale nucléaire en sortant de l'école, c'est qu'il n'a rien compris à ce qu'était le management et qu'il n'a rien compris à ce qu'était une centrale nucléaire. Donc d'abord, on lui met la tête sur les épaules, on lui explique qu'il va faire ça pendant 25 ans ou 30 ans, et là, il pourra prétendre à devenir manager. Donc, ceux qui prétendent faire des filières de management en sortant des écoles sont des gens qui vont en voie de garage, qui au début sont bien payés, et au bout de 10 ans, ils ne valent plus rien sur le marché. Donc, il faut d'abord apprendre un métier. Ensuite, on peut se permettre de manager. Je sais que c'est très à la mode, mais ça crée aussi beaucoup d'écueils. Au bout de 10 ou 15 ans, les gens ne valent absolument plus rien sur le marché, ils sont piégés dans les entreprises dans lesquelles ils sont. Donc, nous, on a la prétention de dire qu'on peut évoluer vers des postes de management, mais en adossant son leadership à la technique. Il n'y a que ça qui vaut quand on est ingénieur. Voilà, on ne vend pas des chaussettes, on fait des centrales nucléaires, on fait des ponts, c'est très sérieux, et on devient manager quand on a fait le tour de la question ou des questions techniques. Sinon, c'est très dangereux. Voilà. Après, on s'étonne que les projets ne se fassent pas, ou on n'arrive pas à prendre des décisions, ou ça a 30 ans de retard. Donc il faut contrer ça. Et ça se passe très bien pour les ingénieurs qui passent par nos masters. Ils font d'abord leurs preuves techniquement, et quand ils sont bons, ils sont choisis pour leurs compétences techniques pour devenir des managers. Voilà.
Écoutez, les merci. ados. Donc, C'est bien, c'est Alors, ce que je pensais. C'est pour ça que je voulais un peu une Très bien. confirmation. Donc, Bah, très bien. voilà, alors, et c'est vrai que, bon, moi, comme je vous le disais, je ne suis pas spécialiste de la question, mais en tout cas, le programme me semble particulièrement riche, intéressant, et c'est vrai que ça fait, même si on n'y connaît rien, en tout cas, ça fait plutôt envie. Et c'est vrai que cette dimension très technique aussi, ben, parfois on la met un peu de peut-être côté, et nuance, c'est bien Robert. de- Pour ceux qui vont sur les Mm. chantiers, il y a oui, oui, immédiatement, je voulais, voilà, il y a immédiatement une dimension managériale, tout de suite. oui, oui, Voilà. oui. Non, mais je voulais pas. Bon, tu as dit ce que tu l'as dit avec ta conviction que je reconnais, Pierre-Alain. Effectivement, euh, je pense que la société a encore besoin et de plus en plus de gens très techniques et que l'ingénierie s'est un peu complexifiée. Les outils à la portée des ingénieurs s'est complexifié. Euh, bien maîtriser les outils de calcul numérique, c'est essentiel. Nous pensons que maîtriser les bases de l'ingénierie et les approfondir, c'est ultra important. Enfin, en tout cas, la société attend qu'il y ait des ingénieurs de pointe. Et si c'est pas l'école des ponts qui les construit, qui va les construire? Donc, je vois mon rôle de directeur à l'école des ponts d'un master euh, comme celui de répondre à une demande de la société en général, de gens pointus qui sachent encore faire de la technique. Mm. Ben, écoutez, merci en tout cas pour cette précision. Merci. J'ai juste une dernière petite question. Alors, pareil, très, très, très simple et très concrète. C'est sur les campus, parce qu'en fait, il y a un des deux masters qui est porté par les ponts ParisTech et par Centrale, c'est bien ça. Euh, Mhm. c'est c'est le master des grands ouvrages pour énergie. Le premier n'est pas porté n'est porté que par Pont Paris Tech, L'école des c'est bien ponts. ça. Et alors très concrètement, enfin, vous avez expliqué, il y avait sur les campus, mais où se situe l'école, les campus, Euh, les adresses en fait. Où est-ce que les élèves, Mhm. les étudiants les iront? ponts en Champs-sur-Marne et Centrale, Saclay, Plateau de Saclay, et ça se fait Voilà. très bien en transport en commun et tout le monde y arrive sans aucun problème. Il y en Ok, a qui logent Ouais. entre les deux, voilà. Il y en a qui logent au pont, et puis ils font un petit trajet pour aller à Centrale. Les horaires à Centrale sont aménagés pour être certain que les étudiants puissent arriver à l'heure en cours. Donc, parce qu'en général, les étudiants sont plus proches des ponts que de Centrale. Donc, il y a un petit Mm. aménagement des horaires pour la moitié de la semaine à Centrale pour permettre de rentrer à une heure décente et d'arriver à l'heure. Voilà. ok, très bien. Bah, c'était ma dernière question. Euh, Bah, très bien. voilà. Et si vous voulez juste quelques éléments sur l'école, c'est vraiment très bref. L'école des ponts ParisTech qui a été fondée en 1747, qui allie tradition et modernité, donc une des plus anciennes écoles d'ingénieurs, euh, qui, qui a vu sur ses bancs ensuite deux prix Nobel, Jean Tirole et Henri Becquerel, des diplômés renommés donc qu'on a mentionnés dans le génie civil et, euh, et plus récemment Elisabeth Borne. Et puis, parmi les ingénieurs diplômés et les mastériens, certains choisissent l'entrepreneuriat. Donc, c'était aussi pour mentionner ceci et vous montrer toute la palette des formations, comment les masters spécialisés génie civil s'insèrent dans dans notre pôle de formation spécialisée. Il y a également dans le domaine de l'aménagement, euh, de l'évaluation économique, le Master of Science Sustainable Impact Analysis, et puis d'autres qui sont en format alternance dans l'immobilier, le transport urbain, la logistique, la mobilité intelligente, le BIM, le Digital Building Design, infrastructure finance, et puis le management de projet. Ça rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais pour certains profils, le management de projets énergétiques, donc soit des, des ingénieurs ou des profils managers. Voilà, et nos dernières formations à l'international, avec un programme en ligne aussi
qui intéresse quelques ingénieurs de génie civil sur le jumeau numérique pour les villes et les infrastructures, qui est un master européen, voilà, en partie en ligne. Euh, et puis, une question, la dernière question pratique, comment postuler? Donc, Ah on oui, a oui, mis oui, ici excusez-moi. Oui, ça c'est l'URL. Oui, très important. Donc, on est en période de candidature de janvier à juin, mais les places sont limitées. Il faut postuler rapidement en ligne, constituer son dossier pour intégrer peut-être l'une des prochaines sessions d'admission. Voilà, la sélection du dossier et l'entretien. bien. Bah, écoutez, Voilà, ça c'est merci le à tous. campus. Ouais, Ah oui, il y a le... voilà, Excusez-moi. merci. Non, Donc, non, je vous en prie. bah, écoutez, merci pour cette